Bonsoir. C'est Esther Grace sur Douce Histoire. Bienvenue dans cette nouvelle semaine avec une toute nouvelle saga. Elle s'intitule La valse des confitures et elle vous emmène en Alsace entre les maisons à colombages et les vergers en fleurs à la rencontre d'une pâtissière parisienne qui va devoir sauver, avant qu'il ne soit trop tard, le trésor le plus précieux de sa grand-mère. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez le calme vous gagner. Ce soir, nous rencontrons Margot. Pâtissière à Paris, elle va recevoir un appel qui va bouleverser toute sa vie et la ramener vers un village qu'elle avait presque oublié. Avant de commencer, respirez avec moi. Inspirez doucement. Puis, relâchez tout lentement. Encore une fois, inspirez la douceur et laissez partir le poids du jour. Votre présence, vos likes et vos abonnements font vivre ces histoires soir après soir. Bonne écoute et que votre nuit soit paisible. La valse des confitures, épisode 1. Margot Fontaine avait 29 ans et ses mains, depuis l'âge de 6 ans, n'avaient jamais vraiment cessé de sentir le sucre chaud et les fruits mûrs, un parfum qu'il avait suivi de la cuisine de sa grand-mère jusqu'aux laboratoires les plus prestigieux de la pâtisserie parisienne. Ce vendredi soir, comme presque tous les soirs depuis 3 ans, elle terminait son service dans les cuisines d'une maison réputée du 8e arrondissement, où elle occupait le poste envié de chef pâtissière adjointe, sous les ordres d'un homme exigeant mais juste, qui la préparait, disait-il, à reprendre un jour son propre laboratoire. Elle rangeait ses ustensiles, ce soir-là, avec cette satisfaction tranquille du travail bien fait, quand son téléphone vibra dans la poche de son tablier, affichant un numéro qu'elle ne connaissait pas, précédé de l'indicatif du barine. Cette soirée-là, comme tant d'autres, s'était pourtant déroulée sous le signe de l'excellence la plus exigeante, Margot ayant passé les dernières heures à dresser, avec une précision chirurgicale, une centaine d'entremets destinés à un dîner de gala organisé par un grand couturier, chaque pièce devant être identique à la précédente, chaque décor de chocolat parfaitement symétrique, sous le regard scrutateur de son chef, qui ne tolérait aucune approximation. Elle aimait ce métier profondément, cette exigence du geste, juste répété, inlassablement jusqu'à la perfection. Mais elle sentait aussi, certains soirs, une forme de lassitude sourde, comme si cette perfection technique, à force d'être poursuivie, avait fini par éclipser quelque chose de plus simple, de plus chaleureux qu'elle avait connu autrefois dans la cuisine de sa grand-mère, où les confitures n'avaient jamais besoin d'être identiques pour être bonnes. Ses collègues, ce soir-là, l'avaient invitée à prendre un verre pour célébrer la fin d'une semaine particulièrement éprouvante, mais Margot, fatiguée, avait décliné,
préférant rentrer directement se reposer, une décision qui, rétrospectivement, lui parut presque prémonitoire, tant elle eut besoin, dans les heures qui suivirent, de toute l'énergie qu'elle avait ainsi économisée. Elle décrocha, intriguée, et reconnut, après quelques secondes de confusion, la voix de Josiane, la voisine de sa grand-mère, qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. « Margot, ma petite, » dit Josiane, d'une voix tremblante d'inquiétude, « il faut que tu viennes. Ta grand-mère a fait un malaise, ce matin, dans la boutique. Elle va bien, rassure-toi, mais les médecins disent qu'elle doit se reposer complètement pendant plusieurs semaines. Et la confiturerie, Margot. La confiturerie ne peut pas rester fermée. » Ces mots frappèrent Margot comme une gifle, la ramenant instantanément à une réalité qu'elle avait, ces dernières années, préféré tenir à distance, occupée qu'elle était par sa propre ascension parisienne. Elle raccrocha, les jambes tremblantes, et s'assit sur un tabouret métallique de la cuisine déserte, le cœur battant à tout rompre. Sa grand-mère, Odile, dirigeait seule, depuis la mort de son mari 15 ans plus tôt, une petite confiturerie familiale nichée dans un village d'Alsace, entre Colmar et les collines couvertes de vignes, une boutique qui portait le nom de la famille depuis 4 générations et qui avait vu grandir Margot chaque été au milieu des bassines de cuivre et des parfums de Mirabelle. Elle repensa, assise sur ce tabouret froid, à toutes ces années d'enfance passées auprès d'Odile, ces après-midi entiers à écosser des groseilles, à surveiller la cuisson des confitures en remuant sans relâche pour éviter qu'elles n'attachent, à apprendre, sans même s'en rendre compte, tous les secrets d'un métier qu'elle avait pourtant fini par abandonner, à 18 ans, pour partir étudier la pâtisserie à Paris, convaincue que son avenir se trouvait ailleurs, dans les palaces et les grandes maisons, loin de ce petit village qu'elle jugeait, à l'époque, trop étroit pour ses ambitions. Elle se souvenait des mots de sa grand-mère, ce jour de son départ, prononcés sans reproche mais avec une tristesse qu'elle n'avait, à l'époque, pas su mesurer. « Va, mon enfant », avait dit Odile, « mais n'oublie jamais que le sucre le plus fin ne vaut rien sans les fruits qui l'ont porté. » Elle se souvint, en particulier, d'un été où elle avait dû, seule pour la première fois, surveiller une grande bassine de confiture de Mirabelle, pendant que sa grand-mère répondait à un client, et comment elle avait paniqué en sentant une odeur légèrement brûlée monter du cuivre, avant qu'Odile ne revienne juste à temps pour lui montrer, avec une patience infinie, comment rattraper la préparation en la retirant immédiatement du feu et en la reversant dans une bassine froide. « Ce n'est pas grave de se tromper, Margot », lui avait dit sa grand-mère, ce jour-là, en lui essuyant les larmes du revers de la main. « Ce qui compte, c'est de rester attentive et de savoir réparer, vite, avant que le mal ne s'installe. » Cette leçon, reçue à 8 ans à peine, résonnait aujourd'hui, songea Margot avec amertume, d'une ironie presque cruelle,
tant elle n'avait pas su, justement, rester attentive aux difficultés de sa propre grand-mère, ces dernières années, trop absorbée par sa propre carrière pour remarquer les signes avant-coureurs d'un naufrage qu'elle aurait peut-être pu prévenir. Margot appela sa mère, cette nuit-là, incapable d'attendre le lendemain pour avoir des nouvelles plus précises, et sa mère, installée depuis longtemps à Lyon avec son propre travail et sa propre vie, lui confirma, avec une gêne perceptible, qu'elle ne pouvait pas elle-même se libérer pour aller s'occuper de la confiturerie, prise qu'elle était par des obligations professionnelles qu'elle ne pouvait reporter. Toi, Margot, tu es la seule qui connaisse vraiment ce métier, dit sa mère, d'une voix hésitante. Et Dieu sait que ta grand-mère aurait besoin de toi, en ce moment, pas seulement pour la boutique. Margot, intriguée par cette dernière remarque, demanda à sa mère ce qu'elle entendait par là, sentant qu'un sous-entendu se cachait derrière ces mots choisis avec une prudence inhabituelle. Sa mère hésita longuement avant de répondre, comme si elle cherchait la meilleure façon d'aborder un sujet délicat. Ta grand-mère est seule, Margot, depuis la mort de ton grand-père, dit-elle enfin. Elle a toujours refusé qu'on l'aide, qu'on s'inquiète pour elle, préférant se murer dans cette fierté qui, avec les années, est devenue presque de l'entêtement. Je crains qu'elle n'ait plus la force, seule, de porter ce fardeau, ni physiquement, ni moralement. Margot repensa, en écoutant sa mère, à ce grand-père qu'elle avait à peine connu, mort alors qu'elle n'avait que 14 ans, un homme discret qui passait le plus clair de ses journées dans le verger derrière la maison, à sélectionner avec un soin méticuleux les meilleurs fruits pour les confitures de sa femme. Elle se souvenait de ses mains larges et rugueuses, toujours tachées par le jus des fruits, et de sa voix grave qui lui racontait, le soir, des histoires du village, ses légendes, ses querelles anciennes entre familles, tout un folklore local qu'elle avait, avec le temps, presque oublié. Il te manque, à toi aussi, n'est-ce pas? Demanda Margot, doucement, sentant que sa mère portait, elle aussi, un deuil qu'elle n'exprimait que rarement. Sa mère resta silencieuse un instant, avant de répondre, la voix étranglée par l'émotion. Chaque jour, Margot. Chaque jour un peu plus. Cette phrase, chargée d'un sous-entendu qu'elle ne sut pas immédiatement déchiffrer, hanta Margot tout le reste de la nuit, tandis qu'elle essayait, sans succès, de trouver le sommeil dans son petit appartement parisien. Elle repensa aux dernières visites qu'elle avait rendues à sa grand-mère, de plus en plus espacées ces dernières années, à mesure que sa carrière parisienne dévorait chaque parcelle de son temps libre. Elle se souvint, avec un pincement de culpabilité, du dernier appel d'Odile, quelques mois plus tôt, où sa grand-mère lui avait parlé, à mots couverts, de difficultés financières, de dettes accumulées, d'un banquier peu compréhensif, sans qu'elle n'ait vraiment pris le temps, à l'époque, d'approfondir la question, trop absorbée par la préparation d'un concours interne à son propre laboratoire parisien. Le lendemain matin,
Margot se présenta au bureau de son patron avec une détermination qui la surprit elle-même, tant elle avait, jusque-là, toujours placé sa carrière au-dessus de tout le reste. Elle lui expliqua la situation, sans détour, demandant un congé sans solde de plusieurs semaines, sachant pertinemment que cette demande risquait de compromettre la promotion qu'on lui promettait depuis des mois. Son patron, un homme d'ordinaire peu enclin à la compassion, la surprit par sa compréhension, se contentant de lui dire, avec une sobriété touchante, que la famille passait toujours avant les vitrines, aussi belles fussent-elles. « Va, Margot !» dit-il, presque avec les mêmes mots que sa grand-mère, des années plus tôt. « Ta place ici t'attendra. » Il ajouta, avant qu'elle ne quitte son bureau, une confidence qu'elle ne lui connaissait pas, expliquant que lui-même avait grandi dans une famille de bouchers en Normandie, une affaire tenue par son propre grand-père, et qu'il avait longtemps regretté de ne pas avoir été présent lors des dernières années de vie de ce dernier, trop absorbé, déjà à l'époque, par ses études parisiennes prometteuses. « Ne fais pas la même erreur que moi. Margot, dit-il, la voix soudain plus grave. Les vitrines les plus prestigieuses ne remplacent jamais le temps qu'on aurait dû passer avec ceux qui nous ont tout donné. Cette confidence inattendue, venant d'un homme habituellement si réservé sur sa vie privée, toucha profondément Margot et renforça encore sa détermination à ne pas laisser passer cette chance de retrouver sa grand-mère avant qu'il ne soit trop tard. Ses collègues, en apprenant la nouvelle de son départ précipité, l'entourèrent avec une chaleur qui la toucha profondément, l'un lui glissant dans les mains un petit carnet de notes techniques qu'il avait lui-même constitué sur la cristallisation du sucre, un autre lui promettant de garder un œil sur son appartement pendant son absence, et sa collègue la plus proche, Inès, l'accompagna même faire ses courses de dernière minute, l'aidant à choisir des vêtements plus adaptés à la vie alsacienne qu'à celle plus formelle qu'elle menait à Paris. « Tu vas peut-être y retrouver quelque chose que tu avais perdu, » lui dit Inès, avec une intuition qui surprit Margot. « Tu parles toujours de cette confiturerie avec une lumière particulière dans les yeux, tu sais, différente de celle que tu as en parlant de ton travail ici. » Elles s'arrêtèrent avant de rentrer dans un petit café où elles avaient leurs habitudes, et Inès, plus sérieuse tout à coup, confia à Margot une réflexion qui la marqua profondément. « Tu sais, Margot, depuis que je te connais, je t'ai toujours vue courir après la reconnaissance de nos pères, les concours, les étoiles, les critiques élogieuses. Mais je ne t'ai jamais vue aussi vivante que lorsque tu racontes tes étés en Alsace, ces confitures que ta grand-mère te faisait goûter directement à la cuillère, encore tièdes. Peut-être que ce voyage est une chance, pas seulement pour elle, mais pour toi aussi, de retrouver ce que ton métier avait, avec le temps, un peu perdu. » Margot serra son amie dans ses bras, émue par cette clairvoyance, et promit de lui envoyer des nouvelles régulières, ainsi qu'un pot de la première confiture qu'elle réussirait à confectionner elle-même dans l'atelier familial.
elle passa le reste de cette journée à organiser son départ précipité, résiliant son bail temporairement, confiant ses quelques plantes d'appartement à sa voisine et bouclant, en toute hâte, une valise qui lui semblait bien légère pour un séjour dont elle ignorait encore la durée exacte. Elle prit le train le lendemain matin, à l'aube, observant, par la fenêtre, les paysages franciliens laisser progressivement place aux collines vosgiennes, puis aux premiers vignobles alsaciens, ces rangées disciplinées de vignes qui grimpaient à l'assaut des coteaux, sous un ciel d'un bleu limpide qui semblait, déjà, différent de celui de Paris. Le village où avait grandi Margot, niché entre Colmar et les premières hauteurs vosgiennes, se nommait Onnenbach, un nom qu'elle prononçait encore, malgré ses années parisiennes, avec cet accent particulier hérité de son enfance, un mélange de français et de cette musicalité alsacienne qu'elle n'avait jamais complètement perdue, malgré ses efforts inconscients pour la gommer, à Paris, de peur qu'on ne la juge provinciale. Le trajet en train, ce matin-là, lui avait paru étrangement long, malgré les 3 heures à peine qui séparaient Paris de Colmar, chaque kilomètre semblant l'éloigner davantage de la femme sûre d'elle qu'elle était devenue à Paris, et la rapprocher insensiblement de cette jeune fille incertaine qu'elle avait été, autrefois, avant de fuir vers la capitale. Elle avait observé, par la fenêtre, les paysages se transformer peu à peu, les immeubles franciliens cédant la place aux champs de blé doré, puis aux premiers contreforts vosgiens couverts de forêts sombres, et enfin, à l'approche de Colmar, à ces coteaux méthodiquement plantés de vignes qui annonçaient, mieux que n'importe quel panneau, qu'elle entrait en terre alsacienne. Elle avait relu, pendant ce voyage, plusieurs messages de sa grand-mère conservés depuis des années sur son téléphone, de courts textes maladroitement tapés, pleins de fautes touchantes et d'émoticônes mal choisis, qui racontaient les petites nouvelles du village, une naissance, une récolte abondante, le passage d'un client fidèle, et elle avait mesuré, avec un pincement au cœur, combien elle avait négligé, ces derniers temps, de répondre à ces messages avec l'attention qu'ils méritaient. Elle se souvint, en particulier, de son dernier véritable séjour prolongé auprès de sa grand-mère, 5 ans plus tôt déjà, un été entier où elle avait accompagné Odile dans la cueillette des mirabelles, grimpant aux échelles avec elle dans le verger familial, remplissant des cageots entiers sous le soleil de fin d'août, tout en chantant de vieilles chansons alsaciennes que sa grand-mère lui avait apprises, enfant, et dont elle se souvenait encore, aujourd'hui, avec une précision qui la surprit elle-même. Elle se rappela aussi, avec un sourire triste, la dernière dispute qu'elles avaient eue cet été-là, quand Odile lui avait reproché, sans détour, de négliger ses racines pour courir après une reconnaissance parisienne qu'elle jugeait, un mot à peine voilé, superficiel. Margot, à l'époque, avait mal pris ce reproche, y voyant une incompréhension de la part d'une femme d'une autre génération, incapable de saisir les ambitions légitimes d'une jeune femme de son temps.
Aujourd'hui, avec le recul, elle se demandait si sa grand-mère n'avait pas, en réalité, vu bien avant elle, ce déséquilibre qui s'installait insidieusement entre sa réussite professionnelle et une forme d'appauvrissement intérieur qu'elle n'avait elle-même identifié que trop tard. Elle descendit du train à la petite gare de Colmar et prit un taxi pour parcourir les derniers kilomètres jusqu'au village, le cœur battant d'appréhension à mesure que les maisons à colombages, aux façades colorées de rose, de jaune et de bleu pâle, commençaient à apparaître le long de la route sinueuse. Elle reconnut, en approchant du centre du village, chaque détail de ce paysage qu'elle croyait avoir presque oublié, la fontaine centrale où elle jouait, enfant, la petite église au clocher pointu, et enfin, au coin de la rue principale, la vitrine familière de la confiturerie, dont les volets, à sa grande tristesse, restaient obstinément fermés, malgré l'heure de l'après-midi. Pendant qu'elle observait ainsi la façade délabrée, une voix familière l'interpella depuis l'autre côté de la rue, celle du boulanger du village, Monsieur Kestler, qui la reconnut immédiatement malgré les années, et traversa pour l'accueillir avec une chaleur qui la toucha profondément, s'exclamant que le village entier se réjouirait d'apprendre son retour et que sa grand-mère, malgré ses ennuis de santé, n'avait jamais cessé de parler d'elle avec une fierté visible à quiconque l'écoutait. « Tu sais, Margot, lui confia-t-il, à voix basse, comme s'il partageait un secret, toute la rue s'inquiète pour la confiturerie. Ça fait partie de notre village, cette boutique, depuis toujours. On serait tous tristes de l'avoir fermée. » Le boulanger, en confidence, lui apprit également une nouvelle qui l'inquiéta immédiatement, celle de l'installation récente, à quelques kilomètres seulement, d'une grande confiturerie industrielle appartenant à un groupe agroalimentaire qui rachetait méthodiquement les petites structures familiales en difficulté à travers toute la région pour en fermer certaines et transformer d'autres en simples boutiques de vente sous une marque unifiée, effaçant, du même coup, des décennies de savoir-faire local. Ils ont déjà fait une offre à 3 de nos confrères, à cette année, précisa M. Ketzler, le visage grave. On raconte qu'il s'intéresse aussi à votre affaire, Margot, vu sa situation financière difficile. Fais bien attention à qui tu parles dans les semaines qui viennent. Certains ont le sourire commercial, mais l'intention bien moins généreuse. Cette information, aussi inquiétante que précieuse, confirma à Margot l'urgence absolue de la situation, et elle remercia le boulanger chaleureusement avant de reprendre son chemin vers la boutique familiale, le pas plus déterminé encore qu'auparavant. Elle paya le taxi, descendit, son sac à la main, et resta un long moment immobile devant cette boutique qu'elle avait tant aimée, enfant, et qui semblait, aujourd'hui, porter sur sa façade même les stigmates du temps et de l'abandon, la peinture écaillée, l'enseigne à demi effacée, un volet dont les gonds rouillés menaçaient de céder. Elle poussa la porte de la maison attenante, où logeait sa grand-mère depuis toujours, et trouva Odile
installée dans son fauteuil habituel, plus pâle et plus frêle que dans son souvenir, mais le regard toujours aussi vif, qui s'illumina immédiatement en apercevant sa petite fille sur le seuil. « Margot, ma chérie, dit-elle, la voix légèrement brisée par l'émotion. Tu es venue. » Margot traversa la pièce en deux enjambées et s'agenouilla près du fauteuil pour serrer sa grand-mère dans ses bras, sentant sous ses doigts combien ce corps autrefois si robuste avait maigri ces derniers mois, sans qu'elle ne s'en soit rendue compte, trop absorbée par sa propre vie parisienne. « Bien sûr que je suis venue, mamie, » murmura Margot, la gorge nouée. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit pour les difficultés financières, pour ta santé ?» Odile soupira, avec cette pudeur têtue des femmes de sa génération, peu habituées à demander de l'aide. « Je ne voulais pas t'inquiéter, ma chérie. Tu avais ta belle vie parisienne, ton beau métier. Je ne voulais pas être un fardeau. » Margot sentit son cœur se serrer devant cette pudeur, si semblable à celle qu'elle-même avait toujours connue chez les femmes de sa famille, cette réticence obstinée à montrer sa vulnérabilité, même aux êtres les plus chers. « Tu n'as jamais été un fardeau, mamie, » dit-elle, avec fermeté. « Tu m'as tout appris, absolument tout, sur ce métier que j'exerce aujourd'hui avec fierté. C'est à mon tour, maintenant, de te rendre un peu de ce que tu m'as donné. » Margot, bouleversée par cette confession, prit les mains fripées de sa grand-mère dans les siennes et lui promit, avec une détermination nouvelle, qu'elle resterait aussi longtemps qu'il le faudrait, qu'elle s'occuperait de tout, de la boutique, des dettes, de sa santé, de tout ce qui avait besoin d'être réparé. Odile, émue par cette promesse, mais aussi rongée par une inquiétude qu'elle n'avait pas encore exprimée, finit par lui révéler l'ampleur réelle de la situation. « La banque nous donne, jusqu'à la fin de l'été, Margot, dit-elle, la voix tremblante. Sinon, ils saisiront la boutique. Notre seule chance, c'est le ruban d'or. » Margot, ne connaissant pas cette expression, demanda des explications et sa grand-mère lui raconta, avec un mélange d'espoir et d'appréhension, l'existence de ce concours régional prestigieux organisé chaque année à la fin de l'été, qui récompensait la meilleure confiturerie artisanale d'Alsace, offrant à la gagnante non seulement une reconnaissance considérable, mais aussi une dotation financière suffisante pour éponger, d'un coup, toutes les dettes accumulées. « Le problème, Margot, » ajouta Odile, avec un sourire fatigué, « c'est que je n'ai plus la force, ni les mains assez sûres, pour préparer les confitures moi-même, comme il le faudrait pour espérer gagner. J'avais presque abandonné cet espoir avant que tu n'arrives. » Odile lui raconta, avec une nostalgie teintée de fierté, que la confiturée familiale avait remporté ce ruban d'or à 2 reprises dans son histoire, une première fois grâce à l'arrière-grand-mère de Margot, dans les années 50, avec une audacieuse confiture de mirabelle au miel de sapin, et une seconde fois, plus récemment, quand Odile elle-même, jeune mariée, avait présenté une gelée de groseille à la rose
qui avait fait sensation parmi le jury, composé de chefs et de gastronomes réputés dans toute la région. Depuis, d'autres confituriers, plus modernes, mieux équipés, avaient raflé le titre année après année, notamment une grande maison industrielle installée à Sélestat, qui investissait des sommes considérables dans son image et sa communication, reléguant les petites confitureries artisanales comme la leur au rang de simples participantes symboliques. Mais cette année, ajouta Odile, les yeux soudain brillants d'une flamme que Margot ne lui connaissait plus depuis longtemps, le jury a annoncé un nouveau critère de sélection, mettant l'accent sur l'authenticité et l'histoire familiale des candidats, une décision qui, disait-on dans tout le village, avait été prise justement pour redonner leur chance aux petites structures traditionnelles menacées de disparition face à l'industrialisation grandissante du secteur. C'est peut-être notre dernière chance véritable, Margot, dit Odile, la voix tremblante d'espoir. Notre histoire, notre authenticité, c'est précisément ce qu'ils recherchent cette année. Margot sentit, en entendant ces mots, une responsabilité immense s'abattre sur ses épaules, mais aussi, mêlée à cette pression, une étincelle d'excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps dans son travail parisien, si technique et si formaté qu'il avait fini, sans qu'elle s'en rende compte, par étouffer une part créative d'elle-même. Elle promit à sa grand-mère qu'elle gagnerait ce concours ensemble, quoi qu'il en coûte, et Odile, rassurée par cette détermination, finit par s'assoupir, épuisée par les émotions de cette journée, laissant Margot seule, songeuse, dans ce salon familier qui sentait toujours, malgré les années, la cannelle et les fruits confits. Margot resta un long moment ainsi, à observer sa grand-mère assoupie dans son fauteuil, la couverture qu'elle avait elle-même remontée sur ses épaules frêles, et elle sentit, en la regardant dormir, tout le poids des années qui s'étaient écoulées sans qu'elle ne prenne vraiment la mesure du temps qui filait, inexorable, pour cette femme qui avait pourtant façonné, plus que quiconque, sa propre passion pour les métiers de bouche. Elle se leva sans bruit et parcourut lentement le salon, s'arrêtant devant chaque photographie encadrée qui ornait les murs, son propre visage d'enfant souriant aux côtés d'Odile devant la boutique, son arrière-grand-père posant fièrement devant les premières bassines de cuivre achetées au début du siècle précédent, et une photographie plus ancienne encore, en noir et blanc, montrant une jeune femme qu'elle ne reconnut pas immédiatement avant de comprendre qu'il s'agissait de son arrière-grand-mère, celle-là même qui avait fondé cette confiturerie avec un courage qu'elle imaginait immense pour l'époque. Elle s'attarda longuement sur cette photographie ancienne, essayant d'imaginer ce qu'avait dû représenter, pour une femme seule au sortir de la guerre, l'audace de fonder un commerce dans un village où les traditions voulaient encore, à l'époque, que les femmes restent au foyer, et elle sentit grandir en elle une admiration nouvelle pour cette aïeule qu'elle n'avait jamais connue, mais dont le sang, visiblement, coulait aussi dans ses propres veines, cette même détermination farouche à créer, à transformer, à ne jamais se satisfaire de ce qu'on lui imposait comme destin.
Elle envoya, ce soir-là, un message à Inès, comme elle le lui avait promis, décrivant en quelques mots l'état de la boutique, sa rencontre avec le boulanger, l'ampleur du défi qui l'attendait, et son ami lui répondit presque instantanément, avec des mots d'encouragement qui la réchauffèrent, ainsi qu'un emoji représentant un pot de confiture qui la fit sourire malgré la gravité de la situation. Elle se prépara un thé dans la petite cuisine attenante, retrouvant instinctivement la place de chaque objet malgré les années d'absence, la théière ébréchée toujours rangée au même endroit, les tasses dépareillées héritées de générations successives, et elle s'assit un moment à la table de bois, seule dans le silence du soir tombant, à écouter le tic-tac familier de la vieille horloge murale, en se demandant, avec une appréhension mêlée d'espoir, ce que les prochaines semaines lui réservaient vraiment. Le lendemain matin, Margot se leva avant l'aube, comme elle en avait pris l'habitude à Paris, et sortit visiter la boutique fermée depuis des mois, munie du trousseau de clés que lui avait confié sa grand-mère. Elle poussa la lourde porte de bois qui grinça sur ses gonds mal huilés et découvrit, dans la pénombre poussiéreuse, tout un monde suspendu dans le temps, les étagères vides, où trônaient autrefois des rangées entières de pots colorés, les grandes bassines de cuivre ternies par l'inactivité, et sur le comptoir, un vieux carnet de recettes relié de cuir, celui-là même qu'elle avait vu, enfant, entre les mains expertes de sa grand-mère, transmis lui-même par l'arrière-grand-mère de Margot, qui avait fondé cette confiturerie près d'un siècle plus tôt. Elle poursuivit son exploration jusqu'à l'arrière-boutique, où se trouvait le véritable atelier de fabrication, une grande pièce, voûtée au mur de pierre, gardant naturellement la fraîcheur même en plein été, équipée d'une immense cuisinière au gaz devant laquelle sa grand-mère avait passé, estimait-elle des dizaines de milliers d'heures au fil de sa vie. Elle remarqua, avec un pincement au cœur, que plusieurs bassines de cuivre présentaient des traces d'oxydation inquiétantes, faute d'avoir été entretenues récemment, et que certains outils, des écumoires, des thermomètres à sucre, des entonnoirs de mise en pot, gisaient éparpillés sur les plans de travail, comme abandonnés en pleine tâche, sans doute le jour même du malaise de sa grand-mère. Elle prit le temps de tout nettoyer, méthodiquement, ranger chaque objet à sa place, retrouvant dans ses gestes simples une forme de méditation qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps dans son laboratoire parisien, où chaque minute était comptée, chronométrée, optimisée. Elle découvrit aussi, rangé dans un placard, un cahier de comptes plus récent que le vieux carnet de recettes, où sa grand-mère avait consigné ces dernières années, avec une écriture de plus en plus tremblante, les chiffres décourageants d'une activité en déclin constant, des ventes divisées par 3 en 5 ans à peine, des factures impayées, des relances bancaires de plus en plus pressantes. Margot referma ce cahier, le cœur serré, mesurant pour la première fois avec précision l'ampleur véritable de la tâche qui l'attendait, bien au-delà de la simple préparation d'un concours, celle de reconstruire, littéralement, toute une activité commerciale menacée d'effondrement. Elle ouvrit ce carnet, avec une émotion qu'elle ne s'attendait pas à ressentir si fort, et parcourut les pages jaunies,
couverte d'une écriture serrée qui changeait au fil des décennies, passant de la plume élégante de son arrière-grand-mère à l'écriture plus ronde de sa grand-mère, chaque recette accompagnée de petites annotations personnelles, des dates de mariage, des naissances, des récoltes exceptionnelles, comme si ce carnet ne contenait pas seulement des recettes, mais toute l'histoire intime de sa famille, tissée patiemment à travers les saisons et les fruits. Elle referma le carnet, les larmes aux yeux, et sut, avec une certitude nouvelle, que ce livre serait désormais son guide le plus précieux dans cette bataille qu'elle s'apprêtait à mener pour sauver l'héritage de sa famille. Elle s'arrêta longuement sur une page datée de l'année où était née sa propre mère, où son arrière-grand-mère avait noté, à côté d'une recette de confiture de rhubarbe, une phrase qui la bouleversa. Aujourd'hui, notre petite fille est née. Puisse-t-elle hériter du goût des choses simples, autant que de celui du sucre bien cuit. Margot comprit, en lisant ces mots, que cette confiturerie n'avait jamais été qu'une affaire commerciale, mais bien un fil invisible reliant chaque génération de femmes de sa famille, un fil qu'elle avait, sans le vouloir, laissé se distendre ces dernières années et qui lui appartenait, désormais, de renouer. Elle décida, ce jour-là, assise sur le vieux tabouret de l'atelier, d'établir un plan précis pour les semaines à venir, jonglant entre son expérience technique parisienne et les recettes traditionnelles de sa grand-mère, cherchant comment marier ces deux mondes qu'elle avait longtemps cru incompatibles. Elle sortit un carnet vierge de son sac et commença à noter méthodiquement tout ce qu'il faudrait accomplir avant l'échéance du concours, remettre l'atelier en état de marche, réapprovisionner en fruits de saison, retrouver les fournisseurs habituels, notamment ce mystérieux producteur de miel dont sa grand-mère lui avait vaguement parlé au téléphone, sans jamais entrer dans les détails. Elle nota aussi, en marge, une question qui la préoccupait particulièrement, celle de trouver l'inspiration pour une recette suffisamment originale et authentique pour séduire le jury exigeant du ruban d'or, sans pour autant trahir l'esprit traditionnel qui avait toujours caractérisé la maison Fontaine. Elle continua de feuilleter le carnet, découvrant, au fil des pages, des recettes qu'elle ne connaissait pas encore, une confiture de coing au miel épicé, une gelée de groseille à la fleur de sureau, des associations audacieuses que sa grand-mère, avec les années, avait patiemment développées et perfectionnées, chacune accompagnée de petits schémas expliquant les proportions exactes, les temps de cuisson, les astuces, pour éviter que le sucre ne cristallise trop vite. Fin de l'épisode 1. Margot parviendra-t-elle à redonner vie à cette confiturerie endormie et qu'elle rencontre la tante dans ce village qu'elle croyait connaître par cœur? Demain soir, elle découvrira un allié inattendu, celui qui fournit, depuis toujours, le miel le plus fin de toute la région. Si cette histoire vous accompagne, dites-le en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Retrouvons-nous demain soir, à la même heure, pour l'épisode 2. Dormez bien, mes chers auditeurs.
Que la nuit vous soit douce et qu'elle vous laisse rêver, peut-être au parfum sucré d'un été alsacien. Bonne nuit et à demain.